La mafia médicale est sûrement un peu l'envol, si je peux ainsi m'exprimer, de toute cette démarche de conscience dans laquelle je suis. C'est un livre que j'ai écrit, qui a été lancé en 1994, alors que j'avais 25 ans de pratique de médecine derrière moi. Et je l'ai écrit parce que ça m'a pris plusieurs années à mettre ensemble les différents morceaux, le puzzle médical du fonctionnement de la santé, ce qu'on appelle la santé, réaliser que ce n'est pas de la santé, mais que c'est de la maladie. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis dit, mais il faut que je le dise. Je ne peux pas ne pas le dire. Tout le monde trouve que le système ne fonctionne pas. Personne n'est content, les médecins, les patients, le gouvernement, pour différentes raisons. Personne n'est content et on continue à avancer dans ce système et personne ne semble comprendre. On a l'impression d'être sur un navire à la dérive. Capitaine, on ne sait pas trop qui c'est. Moi, j'ai senti d'écrire un livre et puis de dire comment ça fonctionne. C'est strictement ça, la mafia médicale. Comment ça fonctionne? Que c'est un système de maladie qui est entièrement contrôlé derrière le rideau de la scène politique par les financiers. Et donc, il faut penser financier. Mettez-vous toujours dans la peau d'un financier. Un financier, il faut qu'il fasse de l'argent. C'est sa fonction. Et tout ça, c'est des pièces de théâtre. Il faut bien réaliser qu'on est dans une pièce de théâtre monumentale et qu'un financier, c'est fait pour faire de l'argent. Donc, est-ce que vous pensez que des gens en bonne santé, c'est payant? Non. Alors, il faut donc que les gens soient malades. S'ils sont malades, qu'on les rende plus malades, et s'ils ne sont pas encore malades, qu'on les rende malades. Et ça, c'est le système de santé. Les médecins ne le savent pas. Les patients ne le savent pas. Personne ne s'en rend compte. Mais c'est comme cela que ça fonctionne. Si vous allez un petit peu creuser, vous allez trouver, entre autres ici au Québec, c'est très intéressant, le système de santé depuis le début de l'assurance maladie est contrôlé par une seule personne qui s'appelle Claude Castonguay. Claude Castonguay, qui est-il? Un banquier et un assureur. Alors, c'est un banquier qui mène le système de santé. Alors, il était là au moment de l'instauration du système. Il était là au moment de la mise en place de l'assurance médicaments. C'était lui qui dirigeait la commission. Il était là encore tout dernièrement comme grand chef de la commission qui porte son nom, la commission Castonguay, où il ouvre la porte toute grande à la privatisation. Alors, il a fait le système public, il l'a défait pour que ça ne marche pas, pour le privatiser. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien, cherchez pas, il y a toujours de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En faisant un système public, on a fait un monopole public. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça marche? On a fait un monopole public, ce qui fait que tout le monde a dit « Oh, chic alors, tout le monde va pouvoir avoir accès aux soins de santé, c'est superbe. » Après, une fois que le monopole public est fait, vous faites le chaos, vous créez, vous coupez, comme ils ont fait, vous coupez les subsides, les postes, vous coupez les budgets des hôpitaux, des services, et, et donc à ce moment-là, vous créez le chaos et vous arrivez à la rescousse, vous amenez le sauveur qui s'appelle la privatisation. Et la privatisation, c'est quoi? C'est l'établissement d'un monopole privé. Le monopole était déjà fait. Il suffisait de le privatiser. Alors que si en 70, Claude Castonguay avait proposé un monopole privé, la population aurait hurlé. Il fallait le faire progressivement. Et ça, tout est comme cela. Je vous dis celui-là, cet exemple, parce qu'on l'a en ce moment en pleine figure une fois de plus. Mais c'est la même chose. Donc, j'ai réalisé que
Le système médical était donc un système qui était un système de maladie et qui était fait pour rendre les gens malades. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis une femme pratique. Je veux toujours savoir, il faut qu'il y ait une solution. OK, on voit le problème, on comprend comment ça se passe. Où est la solution? Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, c'est intéressant, on parle toujours du corps médical. Mais je n'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Si un corps, il doit bien y avoir une âme. Ça va toujours de pair. Mais je n'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Et qu'est-ce que c'est que l'âme médicale? Bien, l'âme médicale, c'est la raison d'être, l'essence du corps médical. Et qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical. Alors, pas d'âme, pas de corps. Le corps est toujours secondaire à l'âme. Et le corps manifeste l'état de conscience de l'âme. Alors, je me suis posé la question, si le système de santé est malade, c'est que c'est inversé. Le corps n'est pas au service de l'âme, mais c'est l'âme qui est au service du corps. Alors, le corps se fiche éperdument du malade. Ce qui compte, c'est qu'il fonctionne, mais il se fiche du malade. Donc, il y a une séparation. Et le système est à l'envers. C'est pas l'âme qui mène, mais c'est le corps qui mène et l'âme qui est laissée pour compte. Voilà donc pourquoi le système de santé est malade, mais ça ne s'applique pas seulement au système de santé, ça s'applique à l'individu. L'individu est malade, et là, ça m'a ouvert une toute autre perception de la maladie, est malade dans son corps parce qu'il est disjoncté de son âme. Alors ça, j'ai plus vu du tout la maladie de la même façon, et que la maladie dans le corps n'est que la manifestation de mon état d'inconscience dans mon âme. Alors, à partir de là, j'ai dit, oublions le corps, arrêtons de nous occuper du corps, c'est pas ça qui est important, occupons-nous de l'âme, de la conscience, et le corps le manifestera. Alors, plus je m'élève en conscience, plus je deviens consciente de qui je suis, parce que c'est ça la réalité, de qui je suis vraiment, plus mon corps est en bonne santé. Et ça m'intéressait. Parce que je me disais, si j'ai appris la maladie à l'université, dans mon cours de médecine, si c'est ça que j'ai appris, mais qu'est-ce que c'est que la santé? Et ça, on ne nous l'enseigne pas. Et la santé, c'est directement, spécifiquement, l'état de conscience de qui je suis. Et là, évidemment, on ouvre la grande porte. Qui suis-je? Qui suis-je? Je pense depuis toujours et depuis des milliers d'années, et quand je dis je parle en tant qu'individu, qu'être humain. L'être humain se prend pour une pauvre créature, impuissante, d'un créateur extérieur, quel qu'il soit. Ce créateur peut être par exemple les parents. Les parents nous créent. Ça peut être le bon Dieu. Le bon Dieu aussi nous crée. Ça peut être l'accident de voiture que j'ai. Bien, le créateur, c'est l'autre automobiliste qui m'est rentré dedans. C'est pas moi. Je peux avoir une mauvaise récolte. C'est la pluie qui fait que la récolte n'est pas bonne. Ou les insectes. Ou le manque de soleil. Voyez-vous, c'est toujours à l'extérieur. Et moi, parce que moi, je ne suis qu'une pauvre créature de facteurs, de créateurs extérieurs. Alors évidemment, c'est pas drôle. Et ça amène quoi comme conséquence? Puis évidemment, j'ai peur. J'ai toujours peur de ce qui va m'arriver parce que ça vient de l'extérieur. Alors je sais pas, de là, tous les rituels qu'on connaît, des rituels religieux, sataniques, quels qu'ils soient, c'est pas grave, d'offrandes. On fait des offrandes
au Créateur, à l'Esprit Créateur, pour qu'il soit de bonne humeur, qu'il soit bienveillant et que ça n'aille pas trop mal, et le mieux possible. Alors voyez-vous, ça là, c'est ancré dans nos mémoires cellulaires depuis des millénaires. Et on fonctionne comme ça, dans la peur. Et qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a peur? Ben, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit, et j'appelle ça le syndrome du mouton, on est des moutons, parce que le mouton symbolise la peur. Qu'est-ce que vous faites un mouton si vous voulez le faire partir de ce côté? Vous lui faites peur par là, il va se sauver par là. Ah, puis vous dites, ah ben non, maintenant on change de direction, c'est très simple, vous lui faites peur par là, puis il part par là. Vous faites exactement, vous faites faire ce que vous voulez à des moutons, à des gens qui ont peur. S'ils commencent à se rebeller un petit peu, ben vous leur faites plus peur, et là, allez hop, ils reviennent, des bons moutons dociles, obéissants. Et donc, il est très facile de contrôler la population en leur faisant peur. C'est extraordinaire. Un exemple qui est fabuleux, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce qu'on a parlé de la mafia médicale, c'est les vaccins. Les vaccins. Alors, qu'est-ce que c'est que les vaccins? Les vaccins, c'est la peur de la maladie, des microbes. Hein? Les microbes sont méchants, des ennemis extérieurs. Ils vont me créer une maladie. Voyez-vous encore le créateur extérieur qui va me rendre malade. Alors, comme j'ai peur des microbes, eh bien, je me prépare. Et je me fais toutes les histoires idiotes qu'on répète de faire des bons petits soldats qui sont prêts à la guerre. Vous voyez toujours la guerre, la peur, la guerre, la division, la séparation. Et donc, je vais me faire inoculer la maladie, mais atténuée, des microbes, mais pas trop méchants. De telle façon que si jamais il y a des gros microbes méchants qui viennent, bien je vais être prête. Mes petits soldats intérieurs vont être prêts à faire face à l'ennemi extérieur, créateur extérieur d'une maladie possible. Et de là est née la vaccination. La vaccination qui consiste, écoutez, c'est d'une bêtise monumentale, qui consiste à rendre malades des gens qui sont en bonne santé. Pour qu'un jour, si jamais ils sont malades, ben ils soient prêts. Est-ce qu'on peut être malade? Est-ce qu'on peut être prêt à être malade? C'est un non-sens. C'est pas possible. Alors, c'est la vaccination. Et quand je compare toujours, on est dans un triangle. Hein, ce triangle infernal du mouton, donc. Et le mouton, ben, il faut qu'il ait peur de quelque chose qu'on appelle le loup, hein, qui est le méchant. Et puis, il y a le bon pasteur qui le sauve, le berger, qui vient protéger puis sauver le mouton. Alors voilà le triangle dans lequel on tourne tout le temps. Et fait intéressant, les vaccins ont été inventés par un dénommé Pasteur. Par hasard. Mais Pasteur était toutes ses recherches étaient fausses, c'était un menteur, un tricheur, il volait les idées des autres. C'est prouvé, quand je vous dis ça, c'est des choses prouvées. Mais ça a été retenu et ça a été évidemment très lucratif et ça l'est de plus en plus. C'est inutile de vous dire que quand vous n'arrêtez pas d'assommer des gens avec des petites maladies, ben vous les fatiguez, on fatigue le système. Et là, les enfants sont pris avec des maladies qu'on trouve chez des personnes âgées. Puis on continue. Une bêtise de rendre quelqu'un qui est en bonne santé malade. J'ai encore pas compris. Alors ça, c'est un des exemples que je donne, et ça a été le grand reproche, le grand scandale de la mafia médicale, que je parle de ce que j'ose lever le drap sur la vaccination. Alors la vaccination, comme on en dit quelques mots,
Oui, c'est très, très, très lucratif, mais c'est bien au-delà de cela. Et c'est pour ça que c'est une vache sacrée à laquelle il ne faut pas toucher. Ça permet des génocides ciblés. Vous pouvez très bien détruire des populations de façon ciblée avec la vaccination. Vous pouvez créer des maladies de toute une population d'un pays par la vaccination. Alors, vous pouvez, également, c'est une arme biologique fantastique. Alors, c'est bien au-delà de seulement l'aspect financier, bien que celui-ci soit très, très important. Toute cette démarche m'a amené à réaliser que c'est l'âme qui mène et que le corps suit. Le corps est une illusion, est une manifestation de l'état de conscience de l'âme. Je m'explique. L'exemple que je donne souvent, c'est les arbres debout qui se reflètent dans l'eau. Alors, on voit très souvent les deux images qui sont aussi claires l'une que l'autre, à un point tel qu'on a l'impression que les arbres dans l'eau sont vrais. Mais ils ne sont pas vrais. Eh bien, c'est la même chose. Les arbres dans l'eau, c'est l'équivalent du corps. C'est la manifestation que je vois, que je peux entendre, que je peux toucher, que je peux mesurer. Mais ça n'est pas vrai. La seule réalité, et c'est ça qu'il y a d'important, la seule réalité, c'est l'être. C'est les arbres debout, c'est-à-dire les vrais arbres, c'est l'être. Et cet être, c'est l'esprit créateur qu'on a toujours mis à l'extérieur et qui en réalité est à l'intérieur de toute chose. Cette séparation de l'être et de l'avoir, de l'âme et du corps, c'est cette séparation qui amène la division et le conflit de l'humanité. Je m'explique. Nous vivons dans la dualité. Il y a deux aspects d'un individu. Il y a l'aspect qui ne se voit pas, qui est l'être, qui est intérieur, qui est invisible, qu'on appelle l'esprit créateur. Et il y a l'autre aspect qui se voit, qu'on appelle l'avoir par opposition à l'être, ou le corps par opposition à l'âme, ou encore la matière créée par opposition à l'esprit créateur. Or, cet esprit créateur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, a toujours été extérieur dans notre conscience. On a toujours pensé qu'il était à l'extérieur, et la réalité, c'est qu'il n'est pas à l'extérieur, mais il est inhérent, c'est-à-dire à l'intérieur de toute chose, de tout objet, de toute personne, de tout animal. Il est à l'intérieur de tout. Et donc, la conscience de la réalité, l'éveil de conscience à la réalité, c'est de prendre conscience, de réaliser que je suis l'esprit créateur, qu'il n'est pas à l'extérieur de moi, mais qu'il est à l'intérieur de moi. Et de là, je comprends le mot individualité. Le mot individualité, si on le sépare en deux, dualité veut dire qu'il y en a deux. Il y a l'être et l'avoir, l'esprit et la matière. Mais indivis veut dire qu'ils sont indivisibles. Ils ne font qu'un, ils sont un. Et c'est donc le même. Il n'y en a pas deux. Que l'esprit créateur intérieur manifeste la matière créée à l'extérieur. De la même façon que les arbres debout manifestent les arbres dans l'eau. Mais c'est les mêmes arbres. Et donc, je
je dois conclure que je suis à la fois l'esprit créateur et la matière créée. Et de là, la fusion, l'unification des deux opposés. Ça prend des opposés pour qu'il y ait de la guerre. Mais quand il n'y a plus d'opposés, il n'y a plus de guerre. Quand je prends conscience que je suis et la créatrice et la créature, c'est la fin du conflit, c'est la fin de la maladie, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de la guerre. Et c'est la fin de la guerre à l'intérieur de moi. Et quand nous allons être suffisamment nombreux à arrêter de faire la guerre intérieure, qu'est-ce qui va se manifester à l'extérieur? La paix mondiale, la paix sur cette planète. Mais ce n'est pas en voulant changer l'extérieur qu'on va y arriver, c'est en changeant l'intérieur. De la même façon que ça n'est pas en changeant les arbres qui font un miroir dans l'eau qu'on va les améliorer, c'est en changeant les arbres qui sont debout. Si ces arbres-là sont malades, occupons-nous-en, et à ce moment-là, les arbres qui se reflètent dans l'eau vont changer d'aspect. Alors, la conscience humaine est encore en train de vouloir changer l'extérieur. On veut changer le gouvernement. On fait des boycotts. C'est à la mode en ce moment, on parle de boycotter les Jeux de Pékin. Boycotter. À chaque fois que je fais du boycott, des protestations, des marches, des démonstrations, des méditations, tout ça, c'est que je veux changer l'extérieur. Mais c'est pas ça. C'est à moi de me changer. Et qu'est-ce que je peux faire comme changement? D'arrêter de me prendre pour une pauvre créature d'un créateur extérieur. De réaliser que je suis les deux et que les deux ne font qu'un parce que c'est la même. C'est l'esprit créateur qui se manifeste dans ce corps-là. C'est donc pas mes parents qui m'ont créé. Alors voyez-vous ce que ça amène comme conclusion, c'est énorme. Donc ce corps-là, je le crée, ce corps que vous voyez, je le crée à tout moment, au moment présent, et il manifeste mon état de conscience de mon âme. Et je suis donc et la créatrice et la créature. Mais qu'est-ce que les parents font là-dedans? Rien. Il n'y a pas de parents. Alors c'est énorme ce que je vous dis là, c'est aussi gros que l'histoire du Père Noël. Alors voyez-vous toute la porte qui s'est ouverte quand j'ai pris conscience de cela. Évidemment, je ne peux plus me comporter comme auparavant. Ça va de soi. À partir du moment où c'est moi qui me crée, bien, j'arrête d'avoir peur. Parce que c'est moi qui crée ce qui va m'arriver. Ce qui m'arrive et ce qui va m'arriver. Mais je ne vais pas avoir peur de moi. Alors la peur est finie. Moi, je laisse aller mon âme. Puis je lui dis, c'est toi qui mènes. L'âme étant la manifestation, pas la manifestation, mais étant l'esprit créateur pour chaque individu. D'accord? L'esprit créateur, l'âme, c'est l'esprit créateur. Et donc, je donne carte blanche à mon âme, puis j'arrête de me battre. Puis je dis, bien, ce qui va arriver, c'est parfait, de toute façon, c'est toi qui mènes. De la même façon, revenons maintenant au système médical. Si le médecin disait, et le corps médical entier était au service des ordres des patients, bien, ça irait bien. Pourquoi ça va mal? Parce que c'est le patient qui est au service du corps médical et non pas l'inverse. Alors, c'est la même chose dans ma vie. Et en ce moment, on est en train de vivre un transfert de pouvoir. C'est énorme ce qu'on vit en ce moment. C'est une bascule, le plus grand bond de conscience qu'on ait jamais fait. On s'en va vers une autre espèce.
Et cette nouvelle espèce qui est, au fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est le passage de l'être humain animal, donc de l'animalité, à la divinité, la diacité, que j'appelle la diacité, qui est la divinité intérieure. Alors, donc, c'est un bond de conscience indescriptible. Mais comment on va faire ça? Bien, on va faire ça en laissant aller nos vieilles habitudes animales, nos vieilles façons de faire animales. Et qu'est-ce que c'est mes façons de faire animales? Bien, c'est mes façons de faire d'un mouton peureux, par peur. Tout ce que je fais, c'est par peur. Alors pensez-y 2 secondes. On prend des assurances, on se protège, on a des comptes de banque, on a des cartes de crédit pour pas se faire voler, on barre les portes, on a peur de mourir, on met de l'argent de côté pour ses vieux jours, on a des fonds de retraite, on fait des testaments, tout ça, regardez tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Puis on travaille fort, c'est pas drôle. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, voilà le programme. Bien, c'est laisser aller tout ça. Et quand je prends conscience que c'est moi qui suis créatrice, c'est donc moi qui crée l'enfer sur terre, c'est pas les autres. C'est pas le gouvernement, c'est pas mes parents, c'est pas Bush. C'est moi qui crée l'enfer sur terre. Bien, mauvaise nouvelle, c'est que je peux plus blâmer personne. La bonne nouvelle, c'est que si je crée l'enfer sur terre, je peux aussi créer le paradis sur terre, à mon image et à ma ressemblance. Donc, j'ai qu'à changer mon état de conscience, à changer mon comportement, qui est un comportement de mouton peureux, et de réaliser que je ne suis pas un mouton peureux, et d'arrêter de me comporter en mouton peureux. Et qu'arrive-t-il? Et donc, c'est ça que j'ai entrepris. Quand j'ai écrit La Mafia médicale, j'ai réalisé ça. Et j'ai dit, bien, il faut que je change. Il faut que moi, je me change. Et je n'avais pas de modèle. Il n'y a pas de catéchisme pour la diacité, hein, la conscience d'être un être divin. Alors, j'ai commencé à m'imaginer, est-ce que un être diésique a des cartes de crédit? Est-ce qu'un être diésique a des comptes de banque? Est-ce qu'un être diésique a des assurances? Est-ce qu'un être diésique a une assurance maladie, par exemple? Mais puis à chaque fois, c'était non. Alors j'ai laissé aller tous ces comportements que j'avais, qui sont des comportements de moutons peureux, je les ai laissés aller. Est-ce qu'un être diésique se demande ce que les autres pensent de lui? Est-ce qu'un être diésique paye l'impôt? Hein? Donne sa laine? Ben non, c'est les moutons qui donnent leur laine pour être protégés. Et là, vous réalisez que s'il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de berger. Il y a un berger, c'est-à-dire un gouvernement, parce qu'il y a des moutons peureux qui pensent qu'ils ont besoin d'une autorité extérieure pour les protéger et assurer leur sécurité. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement. Et les routes, qui va construire les routes? Qu'on me raconte tout le temps. Mais qui va construire les routes? Qui construit les routes? Des contracteurs? Ben là, est-ce que les contracteurs vont perdre leur capacité de construire des routes? Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement entre nous qui payons et le contracteur qui construit les routes? Ben non. Alors, voyez, tout ça, c'est une pensée et un système énorme. Tous les systèmes qu'on a développés sont des systèmes qu'on a créés à notre image et à notre ressemblance. Donc, des systèmes pour moutons. Et là, on réalise que le berger n'est pas très bon pour nous. Il tond de plus en plus, les tontes sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus rares, et qui donnent de moins en moins de pain. La nourriture est de ce fait de plus en plus rare. Ils coupent sur les services, puis ils augmentent les impôts. Ben oui. Et là, on commence à rouspéter. Là, les moutons sont moins contents. Et c'est normal. C'est nous qui créons ça pour réaliser
que c'est un cul-de-sac dans lequel nous sommes. Ce bond de conscience que s'apprête à faire l'humanité, et nous sommes déjà dans le processus, il est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière. Essayez pas de faire des éco-villages, de revenir au bon moment d'antan. Non, non. On avance. Hein? L'évolution, c'est toujours par en avant. L'être ne va jamais revenir en arrière. La conscience évolue toujours et elle n'arrêtera pas d'évoluer. Et donc, ce processus de nouvelle espèce, la mort de cette espèce dans laquelle nous sommes, est entamé et donc le début de la nouvelle espèce est en voie. Comment on va vivre ça? Je ne sais pas. Je sais une chose, c'est qu'on est en train de passer du mouton qui a peur et dont la peur mène sa vie à l'être diésique, un nouvel être qui n'a plus peur. Et qu'est-ce qui fait que j'ai plus peur? Bien, c'est quand je guéris mes peurs, les unes après les autres. Et ça ne se fera pas tout seul. C'est moi qui dois me changer. Nous avons le libre arbitre. C'est la seule chose que nous avons de plus que l'animal. L'animal, le singe, ne peut pas faire ça. Un animal, vous lui faites peur, il n'a pas le choix. Il se sauve ou il vous saute dessus. Mais un être humain à qui on fait peur, il a le choix d'obéir à la peur, donc de se sauver ou bien de sauter dessus, de se battre, mais aussi de faire face à la peur et de réaliser qu'il n'y en a pas de peur, que le pouvoir, le vrai pouvoir, est à l'intérieur. Et moi, je peux vous dire, à n'importe qui, je peux dire, fais ça, sinon je vais te battre, faire toutes les menaces, je vais te mettre en prison, je vais te tuer. Mais si vous ne le faites pas, ça ne se fera pas. Alors, c'est l'individu qui a le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est à l'intérieur. Et c'est un peu ce que je vis avec l'impôt, où il y a la menace d'emprisonnement. Quand j'ai réalisé que je n'étais plus un mouton, j'ai arrêté. Donc, tous les services du berger, tous les services de protection, d'assurance, de nourriture du berger, et j'ai arrêté de produire des rapports d'impôt. Donc, de donner ma laine, et même pas de donner ma laine, j'ai pas à faire un rapport sur ma laine, je ne suis plus un mouton. Alors, j'ai arrêté de produire des rapports d'impôt. Et là, c'était le mouton qui produisait des rapports d'impôt. Mais quand je réalise que je ne suis plus un mouton, je ne produis plus de rapports d'impôt. Et ça, bien évidemment, il y a des menaces. Il y a des menaces qui vont avec ça, des menaces de toutes sortes. Et là, je suis rendue à la menace d'emprisonnement. Et je comprends que les autorités soient complètement déboussolées. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont encore dans le système du mouton avec le loup puis le berger. Et là, c'est la peur qui mène. Mais quand je passe et dans un autre système, qui n'est pas un système, justement, je deviens consciente de qui je suis, je me comporte à partir de mon âme. Donc, ce n'est plus le gouvernement qui fait la loi, ma gouverne l'est intérieure. Et c'est mon âme qui fait la loi. Mon âme étant de nature diésique, évidemment, ne me dira jamais de tuer ou de voler. Elle sait ce qu'elle a fait. Et moi, j'obéis à mon âme. Alors, il n'y a plus de séparation. Je fais l'unité du corps et de l'âme, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est simple. Ce qui va m'arriver, c'est ce que mon âme va créer. Bien, ça va être parfait, parce que c'est toujours parfait. L'âme, sa fonction, et c'est là notre dichotomie constante. L'âme, sa fonction, c'est d'assurer l'émancipation de la conscience, de l'être. Tandis que l'ego, sa fonction, c'est d'assurer la sécurité de l'avoir.
Évidemment, c'est la guerre, tout le temps, à l'intérieur. Comme c'est la guerre entre le médecin et le malade. Parce que le médecin, sa fonction, c'est de faire de l'argent aux compagnies, même s'il ne sait pas. Puis le malade, c'est d'aller mieux. Alors, c'est la même chose à l'intérieur. Donc, c'est la guerre. Jusqu'à ce que j'arrête la séparation, que je fasse l'unification. Je suis les deux. Je suis et l'âme et le corps, et c'est l'âme qui mène. Et ça, c'est le gros morceau. À partir du moment où c'est l'âme qui mène, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas, mais je sais que ça va être parfait. Alors, j'ai plus peur. Il n'y en a plus de peur. C'est la fin de la peur. C'est vraiment extraordinaire. C'est la fin de la peur, c'est la fin de la souffrance humaine. C'est la fin des guerres, de la pauvreté, des abus de pouvoir. C'est fini, c'est la fin. Et est-ce que ça va se faire tout seul? Non. C'est nous, en tant qu'individus, qui allons le faire. Là, vous allez me dire, écoutez, il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, ça pourrait prendre un moment. Ça n'en prend pas 7 milliards. Ça prend 100 000 personnes qui sont conscientes, que j'appelle des personocratia, des personnes conscientes de qui elles sont et qui se comportent comme telles. Parce que c'est pas tout de dire « Ah oui, moi je suis divine, oui, je suis d'abord un membre de Dieu, une étincelle. » Non, c'est pas ça dont je parle. La divinité, c'est être consciente que je suis l'unique créatrice de tout l'univers. Et ça, c'est pas seulement moi en tant qu'individu, c'est tout individu est l'unique créateur de l'univers. Et c'est là où je me retrouve à être tout, puis à être un. On est un seul esprit créateur. Alors, j'ai pas besoin de loi pour pas tapocher l'autre personne. L'autre personne, c'est moi. J'ai pas besoin de loi pour faire attention aux routes, ou bien faire attention aux animaux, ou bien faire attention à ne pas battre les enfants. Les autres, c'est moi. Alors évidemment, je prends soin des autres comme je prends soin de moi. On n'a plus besoin de loi. C'est vraiment un autre monde. Et ce monde-là, il est à nos portes. Alors comme je vous dis, ça prend 100 000 personnes qui sont vraiment conscientes de qui elles sont et qui se comportent comme telles. C'est parce que ça prend l'action. L'action doit être conforme à la conscience et qui se comporte comme ça pour que la marée vibratoire, parce qu'on s'entend bien qu'on parle toujours de vibration, la marée vibratoire d'amour, parce que c'est ça l'amour. Quand il n'y a plus de peur, il y a quoi? Bien, il y a l'amour qui est là et qui attend pour se manifester. Et que cette marée d'amour se répandent sur tout l'univers, parce que ce n'est pas les microbes qui sont contagieux. Seul l'amour est contagieux.